Alors, merci. La thématique de cette présentation est échangée parce qu'on voit ce qui se passe hors d'Amérique, ce sont les maladies tropicales négligées. Et finalement, on a réintitulé cette présentation en contextualisant un tout petit peu. Alors, les maladies tropicales négligées, c'est un grand enjeu de santé publique à travers le monde, parce qu'environ 1,6 milliard d'individus sont exposés à ces pathologies, avec une augmentation d'incidence qui se fait chaque année, avec l'extension de ces pathologies-là dans des pays où jusqu'ici les cas n'étaient pas signalés. Environ, il y a 17 maladies tropicales négligées recensées par l'OMS, avec 5 grandes pathologies qui sont considérées comme des infections, comme des maladies tropicales négligées majeures. Maladies tropicales négligées, c'est 1,6 milliard d'individus, comme je le dis, mais avec une persistance encore du fait que les maladies sont encore négligées. Négligence aussi bien au niveau de la recherche, parce que très peu de personnes s'intéressent à ces pathologies-là, mais aussi la négligence au niveau de la disponibilité des pratiques autour de ces maladies, notamment le diagnostic et le traitement. Avec des sujets qui sont particulièrement vulnérables, ce sont des enfants d'âge scolaire où près de 60% de ces pathologies-là surviennent sur ces tranches d'âge, en quelque sorte. Mais aussi des femmes enceintes qui sont aussi des sujets particulièrement exposés à ces maladies-là. Donc les étiologies sont vraiment multiples, 17 maladies tropicales. On a essayé de faire un choix pour être un peu plus efficace, avec des étiologies qui sont véritablement multiples, des parasites en grande partie, mais aussi vous avez des mycoses exotiques aussi, dont on n'a pas fait l'objet dans cette présentation-là. L'une des pathologies les plus fréquentes, c'est la schistosomiase ou la bilharziose. Vous voyez sur cette diapositive qu'à peu près 250 millions de cas sont notifiés par l'OMS, avec 120 000 nouveaux cas symptomatiques par an, avec une mortalité quand même qui n'est pas du tout négligeable. Et je rappelle que 90% de ces pathologies-là surviennent en Afrique subsaharienne, avec des transmissions qui est identifiée, le mode de transmission qui est identifié, qui est transcutané, et des facteurs qui favorisent la survenue de cette pathologie-là est connu. C'est la pauvreté, évidemment, mais c'est l'accès aussi limité aux unités de soins et de prise en charge. Les méthodes diagnostiques sont toujours les mêmes depuis plus de 50 ans, en quelque sorte. Il y a à peu près 5 espèces de bilharzie ou de schistosoma qui existent, avec une prédominance de schistosoma hématobiome responsable de schistosomiase urinaire, mais aussi on a les 4 autres espèces qui sont plus ou moins fréquentes. La particularité, c'est depuis plus de 50 ans aussi, le traitement reste le même, c'est le praziquantel qui reste et demeure le traitement de référence, avec une efficacité qui reste discutable en certaines phases d'évolution de la maladie. Il y a peu d'efficacité, par exemple, au cours de la phase de pénétration de Firko-Cerkel, nous l'avons vu tout à l'heure sur la première diapositive. Mais sur tout ce qui est important, il y a des résistances qui sont en train d'être décrites dans certains pays tels que l'Égypte et le Kenya. Ces résistances-là à l'ivermectine est en train d'être des problèmes difficiles à résoudre. C'est pourquoi quelques papiers se sont intéressés sur d'autres alternatives thérapeutiques, notamment ce papier-là qui est sorti très récemment, une étude qui a été faite au Kenya. C'est un essai randomisé ouvert qui a évalué l'efficacité et la sécurité d'une seule dose d'un anti presque palédique, artésunate, sulfalène plus pyrimétamine, qu'on associe ou non au traitement de référence qui est le praziquantel, un traitement qu'on a réalisé, une étude qui a été réalisée au Kenya. Donc 426 enfants d'âge scolaire, c'est à 15 ans, ont été recensés avec un diagnostic identifié de schistosoma mansonie ou hématobiome. Le critère de jugement principal ici, c'était le taux de guérison à 6 semaines. Donc on a suivi les patients pendant 6 semaines. Finalement, c'est 426 enfants qui ont été randomisés et en fin de compte, c'est finalement 348 qui ont été randomisés. Vous voyez les résultats globaux de ce travail-là. Le taux de guérison en général, quel que soit le traitement, était plus ou moins élevé. 81,4% pour le traitement de référence.
Vous voyez aussi 71,1% et 82,2% pour le reste, pour les deux autres traitements. Vous voyez ce traitement-là, quand on voit un tout petit peu en termes d'efficacité de réduction de l'infestation, qui est défini comme étant le taux de réduction du nombre de l'œuf après le traitement, c'était de l'ordre de près de 90% pour les 3 bras de traitement, quoi. Donc, en conclusion, les auteurs disent que c'est une bithérapie associant praziquantel et artésunate sulfalène était un traitement qui est très efficace sur les souches de schistosoma, en particulier le schistosoma hématobium. Un autre papier aussi s'est intéressé à cette question, notamment en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, dans la région de Richard Toll, qui est aussi une zone de très forte prévalence de la bilharziose. Ils se sont intéressés en utilisant un traitement antipallidique, qui est l'artésunate mifloquine, sous la prise en charge de ces patients et qu'on a comparé avec le traitement de référence, en quelque sorte. Donc, il s'agissait de 726 enfants d'âge scolaire également. Ils ont réparti en 3 groupes de traitement et finalement, le critère du jugement principal était la guérison microbiologique et la fréquence des effets secondaires à 48 semaines. Donc, les enfants ont été suivis pendant 48 semaines. Est-ce qu'on voit les résultats, ils sont plus ou moins acceptables. Quelques bras qu'on a utilisés, 59, à peu près 60% pour le groupe artésunate mefloquine, contre 70% pour le traitement de référence. Les effets secondaires étaient vraiment très, très légers. C'était des troubles digestifs qui ont été rapidement corrigés. C'était plus fréquent dans le bras artésunate. Les auteurs ont conclu que l'artésunate mefloquine à dose pallidique était modérément efficace, surtout sur les souches de schistosoma hématobium. C'était devrait peut-être être suivi par un essai multicentrique qui pouvait être réalisé dans des conditions plus ou moins spécifiques avec une population peut-être un peu plus différente pour pouvoir vulgariser ces recommandations-là, en quelque sorte. Deuxième pathologie que nous avons choisie, ce sont les filarioses lymphatiques. 323 millions d'individus qui sont exposés à une filariose lymphatique à travers le monde. C'est l'une des causes les plus fréquentes d'invalidité dans le monde. Et vous savez, l'OMS a fixé comme objectif l'élimination de cette pathologie-là d'ici 2030. Je pense que cet objectif-là, il est très, très, très ambitieux. Je ne sais pas si on peut pouvoir atteindre cet objectif-là. Et donc, les stratégies de l'OMS mises en place pour atteindre ces objectifs, c'est la distribution annuelle d'ivermectine associée à l'albendazole dans des zones de très forte prévalence, comme vous le voyez sur cette carte-là, pour pouvoir à la fois prendre en charge les géohelminthéases, mais aussi lutter contre et éliminer les filarioses lymphatiques. Sauf qu'en Afrique centrale, on voit notamment en République démocratique du Congo, la co-infection filariose lymphatique et une autre maladie qu'on appelle l'oaloise est très, très élevée. Donc, l'IJAS, dans ce contexte précis d'ivermectine, est nettement contre-indiqué, on voit, à cause de ses effets secondaires majeurs. Et finalement, l'OMS a émis des recommandations en 2012 pour pouvoir éradiquer les filarioses lymphatiques dans ces zones spécifiques d'Afrique centrale, d'utiliser l'albendazole plus la lutte antivectorielle. Donc, il y a des articles qui ont également rapporté quelques résultats là-dessus. Mais cette étude dont je présente a été réalisée en Côte d'Ivoire, dans une région, dans un district sanitaire d'Aboville où la filariose est vraiment endémique dans cette zone-là. Ils ont essayé de faire une étude randomisée, contrôlée, ouverte dans la ville d'Abomey. Et là, ils ont inclus à peu près les enfants, les adolescents et les adultes jeunes de l'ordre de sans antécédents particuliers, sans notion de prise d'albendazole dans les 5 années qui ont précédé et qui ont des tests antigéniques de dépistage de la filariose lymphatique positive. Et ceux qui en avaient ce test-là positif, on les faisait les filarémies nocturnes pour pouvoir se faire une idée de leur portage en termes de microfilarémie. Donc ces patients-là, on les a inclus. Et le critère on a exclu tous les patients qui avaient un antécédent de maladie rénale chronique, des patients qui avaient des antécédents
des pathologies hépatiques, des tests de grossesse, et des patients qui avaient une anémie inférieure à 7, et aussi des patients qui avaient une autre maladie tropicale négligée associée, c'est l'onchocercose, qui avait un test d'onchocercose positif. On les a exclus de cette étude-là. Et le critère de jugement principal, c'était l'élimination complète des microfilarémies à 36 semaines. Mais là, on voit déjà que derrière, il y a aussi des critères d'évaluation secondaire qui ont été faits à mi-chemin, à 6 mois, 12 mois et à 24 mois. Et un autre objectif secondaire qui était très ambitieux, c'était de voir l'inactivation des nids de vers adultes. Donc, chez des hommes, on essayait de faire l'échographie scrotale pour identifier un peu les nids des parasites. Alors, les résultats auxquels ils sont parvenus, voilà. Et le critère de jugement principal aussi, c'était la diminution en pourcentage des microfilarémies par rapport aux valeurs initiales. Et là, on voit qu'à 36 semaines, le traitement qui fait mieux, c'est le traitement qui associe l'ivermectine et l'albendazole, avec 79% d'efficacité. Albendazole 400-800 mg faisait moins, avec autour de 50% à peu près. Mais quand ils ont aussi recherché d'autres variables d'ajustement, et ils ont suivi les patients en ajustant d'autres variables, ils se sont retrouvés qu'à peu près 90% des patients avaient une efficacité avec quel que soit le bras de traitement. Vous voyez, on voit un tout petit peu sur ce schéma-là que la dose d'albendazole ivermectine était plus efficace au tout début, mais lorsqu'on évolue, on suit les patients au-delà de 36 semaines, les deux courbes-là se confondent en quelque sorte. Donc, les auteurs ont conclu que le traitement trimestriel par albendazole seul est microfilariacide, donc il est très efficace sur les filarioses à Wuchereria bancrofti, et qu'il s'agissait donc d'un régime qui est très sûr et qui est efficace. Donc, on pourrait donc croire que ce traitement-là peut être utilisé dans des zones où on est incapable d'utiliser l'ivermectine, notamment en Afrique centrale, à cause de ses effets secondaires majeurs. L'une des dernières pathologies aussi que j'ai choisi, c'est la trypanosomiase africaine, qui est le cousin de la trypanosomiase américaine, qui est la maladie de Chagas. Là également, 60 millions de personnes exposées dans cette zone-là que vous voyez, depuis le Sénégal jusqu'en Afrique centrale pour le Trypanosoma gambiens et le Trypanosoma rhodesiens qui sévit exclusivement en Afrique, sur la corne de l'Afrique et quelques pays de l'Afrique australe. Je rappelle que 95% des cas de trypanosomiase africaine est due au Trypanosoma gambiens. Donc l'incidence est de 400 000 cas par an, selon les dernières estimations. Et la morbidité, surtout la mortalité associée à cette pathologie-là, est très difficile à évaluer à cause du fait que les patients qui vivent dans ces zones-là sont des patients qui ont très peu accès à des soins de santé, mais aussi c'est des patients qui vivent dans des conditions de précarité extrême. Donc c'est une maladie qui est grave, une maladie qui est vectorielle, transmissible, qui fait intervenir dans son cycle quelques animaux. C'est une maladie qui est transmise par une mouche qu'on appelle mouche TC, et une maladie aussi qui évolue en deux phases essentielles. C'est la phase hémato-lymphatique et la phase méningo-encéphalitique. Vous voyez qu'en fonction du stade où on se trouve, le traitement aussi diffère. Et le traitement de référence pour ce patient-là, selon l'EMS, repose sur cet algorithme-là que vous voyez. Selon qu'on se situe au stade hémato-lymphatique ou qu'on se retrouve au stade méningo-encéphalitique, le traitement diffère. L'OMS propose le fexinidazole, qui est un traitement qui a été introduit en Afrique centrale en 2018 et finalement qui a été vulgarisé et accepté par l'OMS à partir de 2019 pour les phases hémato-encéphaliques, pour les phases lymphatiques, pardon. Et le traitement, la combinaison avec nifurtine et Nifortimox, c'est un traitement de 14 jours qui nécessite une hospitalisation parce qu'il faut faire des injections 2 fois par jour et ça nécessite une hospitalisation, mais aussi des personnels qui semblent être plus ou moins compliqués en ambulatoire. Le fixinidazole est un traitement qui est aussi recommandé, comme on le voit sur ce schéma, mais ça nécessite quand même 10 jours de traitement. Donc, des voies se lèvent pour voir un peu, est-ce qu'on peut simplifier la prise en charge de ces patients-là, puisque ça concerne des sujets qui sont extrêmement en précarité. Est-ce qu'on peut utiliser un autre candidat médicament pour pouvoir un peu raccourcir le délai de traitement et
orienté vers l'élimination de ces maladies tropicales négligées. Donc, un autre candidat à médicament qu'on appelle acoziborol, qui a été évalué en France, c'est un médicament qui est à base de bore et qui a la particularité d'être un médicament qui est très stable sur le plan physico-chimique et qui est aussi utilisé dans la prise en charge. On voit, ça reste juste 2 diapositives. On voit juste quand on administre ce médicament-là, ce candidat à médicament, on voit que le taux de la concentration plasmatique reste maintenu pendant plusieurs mois, quelle que soit la dose qu'on administre. Et cela, on voit déjà que quelle que soit la galénique qu'on utilise, on voit qu'au-delà de 400 heures, la concentration plasmatique de ce médicament-là reste maintenue. Et voilà, c'est quand on observe au moins l'efficacité de ce traitement sur la durée du suivi de ces patients-là. Très peu d'effets secondaires, sauf une hypothyroïdie qui a été rapidement contrôlée. Donc, en fin de compte, les auteurs ont conclu que acoziborol peut être un médicament qu'on peut administrer sur des patients. Il reste maintenant de pouvoir vulgariser ce traitement-là dans des zones où cette maladie-là est souvent endémique. Je vous remercie de votre attention et je reste à votre disposition.